Bon, merci Christian pour ton intervention. Je pense qu'on l'a compris. Tout est histoire d'amitié et tout est histoire de tuyaux aussi, parce que je ne savais pas qu'il avait fait de la plomberie avec Michel. Mais je pense qu'on a tous une histoire aussi avec Michel, et ça c'est important de se le dire et de le raconter à tous les gens qu'on rencontre. Maintenant, on donne la parole à Martine Figueroa, qui sera la suppléante, avocate pénaliste, et qui va nous parler de ce dont elle connaît, la sécurité et bien évidemment l'égalité entre les hommes et les femmes. Merci à vous. Bonsoir. J'avais préparé une petite introduction, parce que le plus difficile quand on prend la parole, c'est l'introduction. Pardon. Le plus difficile quand vous prenez la parole en public, c'est l'introduction et la chute. L'introduction, parce qu'il faut se rendre intéressant. Le propos du milieu, il faut tenir le coup. Et la chute, c'est savoir s'arrêter, savoir faire la synthèse. Et il n'y a rien de pire quand vous entendez, par exemple, un orateur, dans le cadre d'un procès, puisque c'est quelque chose que je maîtrise bien, je pense, c'est de tourner en rond comme un avion un jour de brouillard, autour d'une piste et de ne pas pouvoir se poser. Tout ce que j'avais tenté de préparer, je ne vais pas vous en parler parce que finalement, Françoise l'a dit mieux que je ne l'aurais dit. Elle a abordé des thèmes que je souhaitais aborder. Et Christian Jean-Jean, avec la verve qui est la sienne et son expérience, a dit également énormément de choses. Donc je vais improviser pour dire 2-3 choses. Je suis avocat depuis 42 ans et je m'aperçois que finalement, depuis toutes ces années, j'ai passé mon temps à écouter. J'ai beaucoup parlé, je parle toujours trop, c'est un reproche que l'on me fait, mais finalement j'ai beaucoup écouté. Et depuis 42 ans, j'écoute. Et j'écoute plutôt des gens qui ont des problèmes que des gens qui sont heureux. Et je disais toujours à mes amis antiquaires, toi tu vois des meubles, tu vois de belles choses, tu as de beaux tableaux, et moi je ne vois que des gens qui ont des problèmes. C'est ainsi, et finalement ça m'a beaucoup plu. Et que disent les gens? Les gens viennent se plaindre à nous de tous leurs malheurs quotidiens et de toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Et dans une clientèle pénale, mais je fais aussi beaucoup de droit de la famille, vous rencontrez des gens très modestes, et vous rencontrez des nantis, vous rencontrez des jeunes, vous rencontrez des vieux, vous rencontrez des gens qui travaillent, des gens qui ne travaillent pas, des mères de famille, des gens qui n'ont pas d'enfants. Et tout ça, finalement, si je mets toutes ces vies accolées les unes aux autres, je me dis que j'ai la chance d'avoir de ma vie et de la vie de tous ceux qui m'entourent une image plutôt fidèle. Plutôt fidèle parce que je ne suis pas hors sol, j'ai un cabinet, comme je suis un artisan en fait, hein, je ne suis pas dans une grosse structure. Et je crois que tout au long de ma vie, je ne me suis pas rendu compte de l'attrait de cette profession, en termes d'écoute. Et je suis par nature très râleuse. Voilà. Je râle, ça ne dure jamais longtemps, mais je râle tout le temps. Et quand je ne suis pas contente, je finis par me dire, mais pourquoi? Et je crois qu'il y a un moment dans la vie où il faut se dire, il faut aller au charbon, Marielle. C'est bien beau de dire, ça ne va pas, ça c'est pas bon, et pourquoi si, et pourquoi ça. Et je me disais, depuis très longtemps, que peut-être un jour il fallait que je m'investisse. Et je me rappelais un de mes amis à la faculté, où j'étudiais le droit constitutionnel, les différents gouvernements, les modes de gouvernement, le fonctionnement des institutions, m'avait dit, mais tu devrais faire de la politique. Je lui dis que j'en ai pas fait. J'ai fait ma carrière professionnelle, j'ai une vie de famille, j'ai privilégié mes amis à l'intérêt des autres. Et puis le temps vient et je me dis, mais pourquoi pas? Alors pourquoi pas, ça reste du pourquoi pas, mais c'est surtout pourquoi pas non. Et puis un jour, j'ai rencontré Michel Boursin. Voilà. Alors je ne vais pas dire que j'ai rencontré le Messie, que j'ai été illuminée, que ma vie est devenue comme sur les images pieuses, la Sainte Vierge avec le halo vers le ciel. Non, c'est pas ça du tout. Mais ce garçon m'a touchée par sa sincérité. Et alors, avec Brigitte, nous n'avons absolument rien préparé de commun. Et j'étais très intéressée par ce qu'elle disait, parce que ce sont les mêmes qualités que j'ai trouvées chez ce garçon. Et je me suis dit, tiens, il est sincère. Et pour moi, la sincérité, c'est quelque chose d'essentiel dans les rapports humains, dans le rapport que l'on a aux autres. Et puis, j'ai trouvé dans ce que l'on m'a dit de lui, dans des anecdotes, parce que je suis très novice en politique, mais enfin, quand même, j'ai des oreilles et j'écoute,
j'essaie de savoir. Et on m'a parlé de fidélité. Voilà. Et la fidélité, c'est aussi une valeur essentielle de ma vie parce que quand on a des amis, quand on a des convictions, il faut y être fidèle. Ça n'empêche pas de changer quelquefois, d'évoluer dans une réflexion, mais les principes fondamentaux, je crois qu'il faut y rester fidèle, surtout quand c'est la sincérité, l'honnêteté, le goût des gens. Voilà. Et M. Jean-Jean le disait à sa manière, mais moi je dis que Michel Moxen a le goût des autres. Il a l'intérêt des autres. Et ça, en politique, effectivement, c'est quelque chose qui me paraît essentiel. C'est essentiel dans certaines professions, c'est essentiel dans la vie de tous les jours, dans les rapports que nous avons avec nos amis, notre famille, nos concitoyens. Et en politique, je crois que c'est la vertu fondamentale. Vous avez parlé tout à l'heure, tout à l'heure d'insécurité, et c'était ce thème, parmi tous les thèmes qui sont intéressants, que je voulais aborder très, très rapidement. Alors la sécurité, ou plutôt l'insécurité, c'est quelque chose que je connais bien. Alors je ne vous cache pas que je défends aussi bien des victimes que des personnes qui commettent des infractions. Ce n'est pas un problème, c'est un problème d'égalité de tous les citoyens. C'est un problème d'essayer de comprendre pourquoi les gens se comportent mal, parce qu'il y a souvent, peut-être même presque tout le temps, des raisons particulières, et pourquoi les gens ne respectent pas la loi. Alors la sécurité, pour moi, et c'est une longue expérience professionnelle, mais c'est quelque chose de très profond, c'est une vertu, c'est quelque chose d'essentiel, c'est un droit, pardon, je cherche le mot, c'est un droit essentiel, c'est un droit fondamental. Parce que quelle liberté nous avons si nous ne pouvons pas être sûrs d'être chez nous, dans un cocon où nous ne risquons rien. Si nous sortons dans la rue, si nous ne risquons rien. Vous voyez, la semaine dernière, je défendais un jeune homme qui est salarié avec un petit contrat et qui a monté une entreprise auto-entrepreneur de traiteur. Et il habite en ville, derrière les coins des cinémas, et il est rentré fatigué un soir et il a laissé dans sa voiture son ordinateur. Cet ordinateur n'était pas visible, parce qu'il le laisse toujours sous le siège. Et le matin, quand il est venu chercher sa voiture et les 10 voitures qu'il y avait dans la rue avaient toutes été visitées. Et en fait, ce sont deux jeunes gens, alors pas de casier judiciaire, a priori, des jeunes gens comme tout le monde, qui avaient pris ces grosses chaînes qui servent à attacher les scooters et qui, dans un rodéo terrible pendant un long moment, ont cassé toutes les vitres des véhicules qui étaient garés dans la rue. Et bien entendu, ils ont visité tous les véhicules. Et ce garçon a perdu son ordinateur qu'il avait acheté au mois de juillet, je me rappelle très bien, 2 700 €. Il a perdu tout son fichier client. Et il y avait, parmi ce qu'on a retrouvé avec les deux garçons quand on les a attrapés, un sac de sport. Et il y avait plusieurs personnes qui sont venues à l'audience. Et il y avait une jeune femme qui me disait, cette voiture, elle vaut pas cher, hein. Elle vaut 4 000 € ma voiture. Mais ils m'ont cassé le rétro, le pare-brise et une vitre. Et il n'y avait rien dans la voiture. Et donc elle me disait, je n'ai pas les moyens de faire réparer, parce que je ne suis pas assurée pour le brise-glace, parce que j'ai pas de sous. Voilà, ça c'est la vie de tous les jours. Et cette femme-là, cette voiture qui coûte 3 ou 4 000 ou 5 000 €, c'est ce qui lui permet de gagner sa vie. Et cette insécurité-là, je crois que ça devient insupportable. Et c'est insupportable pas seulement dans les grandes villes, mais c'est insupportable maintenant dans toutes les communes qui sont limitrophes de Montpellier. Je lis les journaux, j'ai vu qu'à Latte, il y avait eu toute une série d'incidents. J'ai une amie qui habite à Saint-Jean-de-Védas qui a été cambriolée, à Villeneuve-les-Maguelones. Tout le monde est touché. Tout le monde est touché. Et ça, c'est une violence qui est absolument insupportable. Et je dis que les pouvoirs publics actuellement ne veulent pas voir la réalité de l'insécurité dans laquelle nous vivons et considèrent que c'est devenu une fatalité. Et cette fatalité, je trouve que c'est quelque chose d'insupportable et il faut combattre cette fatalité. Et cette fatalité, quand j'entends le maire de Montpellier, j'ai rien contre M. Delafosse, encore que, les cyclables, les ordures, enfin bon, on pourrait en parler jusqu'à demain matin. Les commerces.
le commerce. Je connais moins bien le commerce, mais le commerce. Les pauvres commerçants du centre-ville. Ah oui, ça c'est un autre problème. Nous dit, puisqu'il y a beaucoup d'insécurité à Montpellier, apprenez la self-défense. Donc, achetez tous un short, un jogging, et allez faire du Krav Maga. Hein, voilà, on va tous faire du Krav Maga. Mais c'est un incompétent. Est-ce que c'est une position raisonnable? Alors que l'on apprenne à se défendre, c'est toujours utile. Mais il faut peut-être d'abord résoudre le problème en amont. C'est un peu comme si on disait aux gens qui fabriquent des cercueils, arrêtez de fabriquer des cercueils. Et puis il n'y aurait plus de morts. Bon, enfin, c'est absolument délirant. Et je crois que ce problème de l'insécurité, c'est quelque chose qui est essentiel et qu'il va falloir résoudre. Alors, le programme, parce que j'en parlais avec une amie qui me dit, mais ton programme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, d'abord, on applique la loi. Oui. Parce que les textes, on les a. Et il s'agit simplement d'arrêter de qualifier, parce qu'on ment. On dit c'est une incivilité. Si quelqu'un vous raye votre voiture, c'est pas une incivilité, c'est une incivilité, mais c'est surtout une infraction pénale. C'est puni par la loi. Si quelqu'un urine sur votre porte, on va dire bon, c'est une incivilité. C'est pas, on ne respecte pas les règles communes de la vie en société. Non, c'est une loi de fait. Et c'est aussi une dégradation. Parce que suivant où monsieur a fait pipi ou madame a fait pipi, dans votre porte, vous allez la changer. Donc vous allez... C'est ça la vie de tous les jours. Donc moi je crois qu'il faut d'abord appliquer les textes, avoir la volonté de le faire, et avoir dans la politique pénale une cohérence. Alors moi je ne suis pas du genre de 100% prison ou 100% pas de prison. La prison est quelquefois essentielle. Mais il faut travailler sur la prévention au niveau des enfants, au niveau de l'école. Expliquer que lorsque l'on prend quelque chose qui n'est pas à soi, c'est un vol. C'est un vol. C'est pas quelque chose qu'on a une inattention. C'est un vol. Voilà, il faut recadrer à mon sens tout cela. Alors on peut toujours faire de nouvelles lois. Appliquons déjà, quand je suis rentrée au barreau, le code pénal devait avoir à peu près cette taille-là et ce format. Il est maintenant comme ça, il est comme ça. Il y a de nouvelles matières, de nouvelles infractions, l'informatique, les réseaux sociaux, bon, tout ça, ça n'existait pas. Mais il y a une inflation de textes qui ne sont quasiment, enfin pas quasiment, je dis des bêtises, des textes qui sont inappliqués, mal appliqués, que l'on ne veut pas appliquer, que l'on a complexifié, ce qui rend les procédures extrêmement difficiles avec des erreurs. Et puis ensuite, il y a des problèmes budgétaires. Là, bon, les problèmes budgétaires sont ce qu'ils sont. Il faut peut-être recadrer un peu recadrer la réalité du terrain avec le budget et ce dont on a besoin et peut-être élaguer tout ce qui nous intéresse. Le deuxième thème qui est intéressant, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est le problème de l'égalité ou de la parité homme-femme. Parce que ça aussi, c'est une liberté fondamentale. Et comme j'ai préparé un petit peu mon topo, je trouve que finalement, faire de la politique, c'est intéressant parce que ça permet de réfléchir sur même autre chose que la politique. Au XVIIe siècle, la nièce de Montaigne a écrit le premier traité de l'égalité des hommes et des femmes. C'est quand même extraordinaire de voir que déjà on y pensait et qu'il a fallu ensuite la Déclaration des droits de l'homme pour le mettre sur la table que les êtres humains étaient tous égaux en droit. Et il a fallu attendre les années Madame Veil pour l'avortement, il a fallu attendre tous les nouveaux textes pour que l'on mette cette parité au goût du jour parce que malheureusement on n'y arrive pas. Alors, rassurez-vous, messieurs, je ne suis pas anti-homme, au contraire. Je dis que la parité, elle concerne aujourd'hui les hommes et les femmes, et que quand la parité met une femme dans un système uniquement parce que c'est une femme, je trouve que c'est une idiotie monumentale. On est d'accord. Alors que si une femme a des qualités, elle a des qualités. Si elle n'en a pas, elle n'en a pas. Et si un homme a des qualités, il en a, s'il n'en a pas. On est d'accord. Après, là aussi, nous avons les textes. Nous avons les textes. En droit du travail, le même poste doit être rémunéré de la même manière que l'on soit un homme ou une femme. Il y a même des études qui ont été faites et qui disent que, par exemple, les entreprises qui sont gérées par des femmes ont de meilleurs résultats financiers que celles qui sont gérées par des hommes. Parce qu'on considère que les techniques de management sont différentes. Mais il y a les problèmes des congés de maternité. Ça y est, mesdames, nous sommes rattrapés par le congé de maternité, qui a été allongé. Et puis, il y a les problèmes au quotidien. Alors, c'est un problème, à mon sens, sur lequel il faut travailler, mais il faut travailler avec intelligence et pas à coup de didacte et pour poser des choses qui deviennent aberrantes sur une femme égale un homme. Vous voyez, par exemple, au barreau, quand on veut être membre du Conseil de l'Ordre, on se présente et puis on est élu par ses pairs.
Avant, moi je me présentais, mon voisin se présentait, c'était comme ça. Maintenant, non. Il faut présenter des binômes. Un homme, une femme. C'est-à-dire qu'en fait, si votre meilleur ami s'est associé avec une nouille, ou si votre meilleur ami s'est associé avec un crétin, ben vous ne votez plus, parce que vous avez soit une nouille, soit un crétin. Même si c'est votre meilleur ami. Alors, quand je suis fidèle en amitié, je vote. Et je supporte des nouilles et des crétins. Voilà. C'est une déformation de la parité, mais c'est une réalité quotidienne aussi. Voilà. Et sur la parité, je pense là aussi que c'est l'éducation. L'éducation des petits garçons et des petites filles pour apprendre tout ce que l'on va apprendre sur l'égalité. Et cette égalité homme-femme, on la retrouve dans le harcèlement, on la retrouve dans les comportements sexistes. Et là aussi, je crois qu'il faut avoir raison garder entre ce qui est réellement du sexisme, des comportements sexistes, et ne pas considérer qu'un compliment. Un de mes amis avocat, avait reçu une étudiante en droit américaine qui était ravissante et qui, au printemps à Montpellier, elle habitait New York. À la même époque, elle avait une doudoune, elle arrive à Montpellier et elle met une petite jupe et un petit débardeur. Et il arrive le matin et il lui dit « Vous êtes ravissante ». Et là, elle lui répond « Mais vous savez, maître, avec ce type de comportement, je pourrais vous faire condamner ». Nous n'en sommes pas là, mais c'est une réalité. Voilà, donc je crois qu'il faut s'attacher à essayer de faire avancer les choses, mais avec de la raison, et quelquefois pour des raisons purement électoralistes, pardon, je m'aperçois qu'on fait un peu n'importe quoi. Et je crois qu'il va falloir des gens en plein bon sens comme Michel, pour redresser la barre. Voilà ce que je voulais vous dire sur mon engagement, sur ce que je souhaite apporter. Et je crois aussi, et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur la proximité. Quand nous recevons, nous, professionnels du droit, des personnes qui se plaignent, elles se plaignent souvent de quoi? J'ai besoin de renouveler une carte de séjour, j'appelle la préfecture. Vous tombez sur tapez 1, tapez 2, tapez 4, ou laissez un message à la messagerie considérée. Vous ne connaissez pas la messagerie, donc vous ne pouvez pas laisser le message. Et il n'y a pas de réponse. Vous êtes victime de quelque chose, vous déposez une plainte, oubliez. Alors, ça peut aller vite, mais ça va souvent très longtemps. Et il faut que notre député fasse remonter à tous ces gens qui ont perdu la raison, qui ont perdu le lien avec les vérités quotidiennes. Il faut que le député serve à ça. Et moi, je vous invite tous pour aujourd'hui, pour l'avenir, de dire ce qui ne va pas. Parce que nous n'avancerons que si nous disons ce qui ne va pas. Et je crois que Michel est pour cela l'homme idéal, parce qu'il a cette verve, il a ce contact avec les gens, et il est surtout pétri de convictions. Et les convictions, la volonté, à mon sens, c'est ce qui fait avancer les choses. Donc je vous le dis, votez pour nous, parce que nous ferons plein de choses pour vous aider. Voilà.